Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens pour la deuxième fois avec le Dr Erich Schwad, ancien général de brigade allemand et conseiller en politique de sécurité et de défense au Bundestag, ainsi que conseiller militaire de la chancelière Angela Merkel. Le 18 août, c'est-à-dire aujourd'hui si ma programmation YouTube est correcte, sort un nouveau livre qui retranscrit une conversation entre M. Wad et M. Klaus von Donani, figure emblématique du SPD et ancien ministre de l'Éducation, qui a également été maire de, laissez-moi me souvenir, non pas de Hanovre, mais de Hambourg. Le livre porte le titre percutant « Guerre ou paix ? L'Allemagne face à la décision ». Nous voulons aujourd'hui discuter des thèses de ce livre. À ce propos, Monsieur Wad, bienvenue de nouveau. Bonjour, Monsieur Lothar, je vous salue. Merci et félicitations pour la parution du livre qui devait justement sortir aujourd'hui. Vous avez mené une discussion avec Monsieur von Donani. Pourriez-vous brièvement nous expliquer le contexte et ce que le livre reflète? Eh bien, Monsieur von Donani et moi nous sommes rencontrés dans le cadre du débat sur l'Ukraine, également à travers nos publications respectives. Il a écrit ce best-seller intitulé « Intérêts nationaux » et moi mon best-seller « Situation d'urgence pour l'Allemagne ». C'est ainsi que nous avons commencé à échanger et nous avons souvent correspondu. À un moment donné, l'idée est venue de discuter ensemble de la guerre et de la paix, de ce que l'Allemagne devrait faire, de la situation internationale, etc. Cela a eu lieu début juillet. De là est née l'idée de documenter cette conversation sous forme de livre. Et c'est ce que nous avons fait. Comme je l'ai dit, le livre sortira le 18 août. Et le livre est en fait très impressionnant aussi, parce qu'il commence déjà par le souvenir de M. von Donani, qui avait 16 ans en 1945, et a encore été enrôlé dans l'armée allemande, donc dans l'armée nationale-socialiste, et a dû y servir. Et à quel point cela a été terrible. Qu'est-ce qui vous en est resté en mémoire? Ou quel effet cela vous a-t-il fait qu'il ait raconté cela? Oui, c'était assez intéressant et inattendu que nous ayons tous les deux commencé par le sujet de la guerre. Donc ces expériences personnelles en tant que jeune soldat à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis mon expérience professionnelle, finalement plus de 40 ans dans l'armée, ainsi que mes études sur Clausewitz, ma thèse de doctorat et tout ce qui nous occupe et nous relie à la guerre. Et nous avons tous les deux, von Donani et moi, des biographies très différentes. Nous venons de milieux politiques très différents, pas seulement de milieux politiques, mais aussi, eh bien, d'un tout autre spectre. Lui, davantage marqué par la politique, moi davantage marqué par l'armée. En ce sens, nous avons commencé par parler de la guerre et avons échangé à ce sujet, puis nous avons bien sûr abordé les thèmes actuels des relations internationales et naturellement aussi la question de savoir comment l'Allemagne devrait se comporter face à cette guerre en Ukraine, en tenant compte de la Russie, des États-Unis et aussi de la Chine. Voilà les sujets abordés et la discussion a duré 3 heures et demie. Je peux vous dire que cela a été une véritable expérience pour moi car, après une introduction par une journaliste, la conversation a pris son propre cours. Cela allait d'un côté à l'autre, comme dans un match de ping-pong, et c'était vraiment fascinant à observer. On le voit aussi dans le livre, donc dans la transcription, la façon dont ils se parlent et développent mutuellement leurs idées. Et si je me souviens bien, un élément très important de toute cette thèse qui se forme, c'est M. von Clausewitz, et cette constatation qu'il est absurde d'essayer de penser la guerre séparément de la politique. Pourriez-vous peut-être dire quelques mots à ce sujet? Oui, c'est évidemment le point qui remonte à Clausewitz.
Et personnellement, j'ai passé de nombreuses années dans l'armée, mais aussi de nombreuses années en politique, en tant que militaire en politique. Et en ce qui concerne Clausewitz, je ne peux plus concevoir la guerre sans la politique. Et cela conduit en fin de compte à la guerre en Ukraine. Nous n'avons jamais eu de concept politique sur la manière dont nous voulions mener cette guerre, sur l'objectif de notre aide militaire. Nous n'avons jamais eu de stratégie pour sortir de cette guerre. Par nous, j'entends les Allemands ou même les Européens. Et à cet égard, nous avons évoqué dans cette conversation de nombreuses références historiques, y compris à Otto von Bismarck, au traité de réassurance avec la Russie. La conversation n'est pas du tout historicisante, mais elle est imprégnée d'expériences historiques. J'ai trouvé ça très fascinant, mais aussi très ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important. L'un des chapitres, donc l'une des sections du livre, est intitulé « Merz pense de manière totalement anhistorique ». Donc, M. Friedrich Merz, le chef de l'opposition, pense de manière totalement anhistorique. En quoi cela constitue-t-il un grand problème pour la politique étrangère allemande? Oui, donc Donani a assez critiqué Merz sur ce point. Mais au final, cela concerne beaucoup d'Allemands, y compris ceux qui occupent des postes de direction. Nous avons quelque part, peut-être après cette catastrophe de 1945, cela fait maintenant 80 ans, complètement désappris à penser et à agir selon les catégories des intérêts nationaux. Il manque aussi, en Allemagne, un récit national fédérateur, si l'on est honnête. La plupart des Allemands ne savent même pas pourquoi ils sont là et ce qu'ils représentent. Même dans le concert international des puissances, y compris des grandes puissances, où nous devons nous repositionner. Le monde change fondamentalement, et le Nord, l'Occident, n'est plus dominant. Il y a le Sud global qui s'organise, avec la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays des BRICS. Nous sommes en plein milieu de cette transformation du champ d'activité international, si l'on veut, sur le plan politique, militaire et aussi économique. Et nous sommes pleinement concernés, et nous devons nous réorganiser en tant qu'Allemagne. Cela devient de plus en plus évident. Nous ne pouvons absolument pas continuer comme ces dernières années et décennies. Nous devons changer cela, et nous devons réapprendre à penser très fortement en termes d'intérêts nationaux. Cela n'a rien à voir avec le nationalisme, mais nos élites politiques et militaires ont complètement perdu cette habitude, et nous devons le réapprendre. Trump et Poutine, par exemple, nous en donnent l'exemple. Et l'ordre fondé sur des règles, il n'existe plus. Peut-être même n'a-t-il jamais existé. Peut-être que par le passé, cela n'était qu'un déguisement des véritables rapports de force. Et il faut, même si je ne suis pas toujours satisfait de Trump, il faut lui reconnaître qu'il met simplement à nu par son comportement ce dont il s'agit réellement, à savoir la politique de pouvoir et d'influence, la défense des intérêts nationaux, la loi du plus fort, oui, c'est assez brutal. Donc c'est aussi une leçon pour les Allemands d'apprendre cela. Et c'est pourquoi, pour l'Allemagne, cela signifie aussi que nous devons nous positionner plus fortement sur le plan politique et économique, et aussi militaire. Nous avons besoin d'une armée opérationnelle, cela ne fait aucun doute, et nous ne pouvons tout simplement plus continuer comme ces dernières années et décennies. D'où pensez-vous que cela vient, que l'on a désappris ou même que l'on a chassé de nombreux Européens l'idée de penser en termes d'intérêts nationaux? Et je crois que vous le soulignez à juste titre. Cela ne signifie pas nationalisme. Cela signifie tout simplement avoir le sentiment que ce dont l'Allemagne a besoin et la manière dont l'Allemagne peut se développer économiquement, etc., est tout simplement différent de la façon dont la Pologne, l'Italie, la Chine ou les États-Unis peuvent se développer et de ce dont ils ont besoin pour cela. Donc, il est tout à fait légitime de dire « D'accord, nous avons aussi besoin de certaines choses et nous veillons à cela.
Alors à quel moment, selon vous, cette compréhension a-t-elle quitté l'Europe? Oui, je pense que, justement du point de vue allemand, je veux dire, ce sont bien sûr les expériences de notre histoire. Nous avons dit, nous ne misons plus sur une politique d'intérêts nationaux, mais nous nous intégrons dans l'Union européenne. Par exemple, comme mission, finalement comme grande mission politique, ce qui a d'ailleurs réussi, ou bien nous nous engageons sur le plan militaire en matière de défense au sein de l'OTAN. Et je l'ai moi-même vécu dans ma vie professionnelle. Lorsque des officiers allemands rejoignaient l'OTAN, ils oubliaient en grande partie leur nationalité. Et ce n'était jamais le cas pour les collègues des autres pays. Et cela tient bien sûr en partie à notre confiance en nous brisée à cause de notre histoire. Et nous avons effectivement examiné cela en profondeur, mais cela ne peut pas continuer ainsi, car sinon, nous risquons vraiment, dans cette confrontation, notamment maintenant entre les États-Unis et la Chine, et aussi avec la Russie, de mener notre pays, en partie, voire complètement, droit dans le mur. Cela ne peut pas continuer ainsi. Donc quand je regarde, même ces 3 dernières années et demie, nous avons pratiqué un altruisme politique, surtout dans les partis du centre politique, d'où je viens, en allant à fond pour l'Ukraine, en donnant tout pour ce pays. Et nous avons oublié, au final, de mettre de côté notre propre pays, nos propres intérêts, que nous avons aussi. Avec ce moralisme excessif, nous risquons vraiment, du point de vue allemand, de tout gâcher. Alors, il faut vraiment le constater, et nous avons vraiment besoin d'un changement de cap, y compris en politique étrangère et de sécurité. C'est très clair. Et nous devons aussi, en matière de politique économique, nous avons fait l'expérience avec la politique douanière de Trump et ce fameux accord en Écosse, au bord d'un terrain de golf, qui en est symptomatique, et cela continue sans cesse. Nous devons aussi examiner comment nous positionner économiquement. Nous sommes une puissance économique mondiale, et nous ne devons pas nous laisser manipuler. Nous devons simplement tirer les conséquences de manière ferme, et alors déplacer nos priorités économiques, par exemple vers le sud global, et en aucun cas participer à ce découplage stratégique de la Chine. Hors de question. Et nous devons voir si Trump et Poutine devaient vraiment parvenir à un accord, ce qui n'est pas encore certain, mais si cela permettait vraiment de sortir de cette guerre, alors il faudrait rétablir une relation normale avec la Russie. Et je vous le dis du point de vue des intérêts nationaux de l'Allemagne, car nous ne pouvons pas nous permettre une guerre en Europe centrale. Je le dis très simplement, la guerre ne doit pas avoir lieu ici. Nous devons en sortir. C'était aussi le sujet, le thème fondamental de la Russie, de notre livre. Je ne dis pas cela parce que je suis pacifiste, mais parce que je ne veux pas que mon pays soit entraîné dans une guerre et finisse par sombrer. C'est pourquoi nous avons besoin d'une politique étrangère et de sécurité complètement différente. Et je pense que cette leçon a aussi été apprise à Berlin. En êtes-vous sûr? Parce que les discours que nous entendons actuellement de Berlin restent très belliqueux. Il y a aussi ces appels à la réarmement, à la remilitarisation et à la capacité de faire la guerre. En ce moment, on entend beaucoup de ce genre de discours, y compris dans les médias allemands. Mais peut-être ai-je vu trop de médias et pas assez de politique ici. Eh bien, cette rhétorique de guerre des 3 dernières années, c'était terrible, au fond. Même de la part de représentants du camp politique dont je viens moi-même. Et j'ai aussi été surpris de constater que les voix modérées et raisonnables venaient, du moins selon l'ancienne arithmétique politique, plutôt de la gauche et de la droite. Cela doit aussi cesser. Je veux dire, on voit bien que tout cela n'a servi à rien. Et puis c'est aussi un peu hypocrite. Ceux qui étaient les plus grands va-t-en-guerre n'ont jamais vu une caserne de l'intérieur, n'ont jamais tenu une arme dans leurs mains.
Dans le passé, ils ont tout fait pour saper l'armée, la Bundeswehr et la capacité de défense. C'étaient les pires agitateurs dans ce domaine. Ils auraient préféré entraîner l'Ukraine dans une guerre mondiale contre la Russie. Et cela a été une expérience assez décevante. Ils auraient préféré pousser les autres dans une guerre mondiale contre la Russie, je dirais, car c'est tout à fait exact. Ces gens-là ne vont d'ailleurs pas eux-mêmes à la guerre. Ils disent que ce sont les autres qui doivent faire la guerre. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine. L'Ukraine doit faire la guerre. L'Ukraine doit gagner. Et nous sommes là pour la soutenir, nous, le reste de l'Europe. Je trouve tout ce débat incroyablement hypocrite, car il inverse complètement l'horreur de la guerre. En ce moment, nous avons également une nouvelle étude de Gallup qui montre que 69% des Ukrainiens souhaitent désormais que la guerre s'arrête et ne veulent plus continuer à se battre à tout prix. Pourquoi pensez-vous qu'en Allemagne, cette perception n'existe pas encore? À quel point il serait terrible que cette guerre s'étende encore? Pourquoi y a-t-il des gens qui continuent à dire « Non, non, nous devons effectivement nous préparer à la guerre ». Votre livre s'intitule d'ailleurs « Guerre ou paix ». Donc à un moment donné, il faudra soit réduire l'escalade, soit cela se terminera réellement par la guerre. Oui, c'est cela qui est dangereux, et ce n'est pas encore décidé. Je veux dire, nous avons eu cette conversation début juillet. Il n'est pas encore certain que nous finirons dans une guerre européenne, ou dans une guerre froide qui nous demandera aussi beaucoup, ou dans un conflit gelé avec la Russie. Tout cela est mauvais pour l'Allemagne, et aussi mauvais pour l'Europe. Nous l'avons montré dans le livre, et cela ne peut pas être une option rationnelle. Nous devons l'éviter. Et c'est pourquoi nous devons sortir de cette logique de guerre. Nous devons faire ce que les Américains font depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont parlé avec les Russes sur tous les canaux. Il y a la ligne directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, entre les états-majors des armées, entre les services de renseignement. Il y a eu et il y a encore de la diplomatie secrète. Steve Witkoff était récemment, cela a été relayé par les médias, il a aussi préparé ce sommet avec les deux, Poutine et Trump, sur le plan politique et sur le fond, alors que nous, Européens, en premier lieu les Allemands, étions très fiers de ne plus parler avec ce méchant Poutine. C'est tellement insensé en fait, sans parler du fait qu'il est inutile de livrer des armes. Je pense qu'ils ont leur valeur. Je soutiens aussi le fait qu'on ait aidé militairement l'Ukraine, qu'elle ne soit pas écrasée, qu'on l'ait mise en position de pouvoir négocier avec les Russes, mais on a tout simplement refusé, en fin de compte, de parler avec l'ennemi. Et c'est au fond la fin de la politique, politiquement parlant. On a misé absolument sur le bellicisme, le réarmement et l'aide militaire, sans avoir de concept politique pour mettre fin à cette guerre. On peut franchement jeter à la poubelle les 4 dernières années de la politique étrangère et de sécurité allemande. Vous avez un passage du livre intitulé « La dissuasion est importante, mais il est encore plus important qu'un ennemi potentiel ait un intérêt à la paix. » Et il me semble qu'en ce moment, dans tout le débat sur la dissuasion, cette seconde partie est complètement oubliée, à savoir que la meilleure sécurité, c'est qu'un ennemi n'ait aucun intérêt à faire la guerre. Autrement dit, qu'on trouve d'une manière ou d'une autre un accord avec l'autre partie ou les autres, afin que l'on puisse se comporter les uns envers les autres, comme aujourd'hui l'Allemagne et la France, où personne ne craint l'autre. Il n'est pas nécessaire que l'Allemagne dissuade la France. Pourquoi cela tombe-t-il dans l'oubli? Oui, c'est un bon point, Monsieur Lotaz. Klaus von Donani a abordé ce sujet. Pour ma part, j'ai plutôt abordé ces questions sous l'angle de la stratégie militaire
Et j'ai bien sûr dit que nous devions faire plus aussi pour la défense. Et au sein de l'OTAN, nous avons toujours appliqué la doctrine Harmel depuis les années 60. Cela signifie que nous avons toujours misé sur la force militaire, mais en lien avec le dialogue, la création de confiance avec l'adversaire de l'époque, le pacte de Varsovie. Au fond, c'était déjà la Russie à l'époque. Et il a dit que cela ne suffisait pas. Il faut aussi susciter l'intérêt pour la paix, que celui-ci soit plus grand que l'intérêt pour la guerre. Et il avait raison. Nous devons voir comment. Je suis pour une armée capable de faire la guerre, et nous ne l'avons pas en Allemagne. Selon les derniers sondages d'INSA, la motivation à défendre le pays s'élève à 16%. 16% des Allemands seraient prêts à défendre leur pays, les armes à la main. Et c'est dramatiquement faible, cette motivation à la défense. Mais elle dépend aussi en partie de la politique que nous menons. Il y a quelques années, la sécurité de l'Allemagne se défendait encore dans l'Hindu Kuch, puis au Mali, et maintenant soudainement sur le Dnipro, et un jour peut-être dans l'Indo-Pacifique. Cela ne peut pas être la solution. Nous avons en réalité, selon notre loi fondamentale, une mission claire pour la défense du territoire, un mandat clair pour nos forces armées. Et pour cela, la Bundeswehr doit être remise en état. Cela prendra quelques années. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'un nouvel ennemi désigné, la Russie. D'ailleurs, nous n'en avions pas besoin non plus pendant la guerre froide. Ce n'est fondamentalement pas nécessaire, mais il nous faut une armée efficace, ce que nous n'avons pas actuellement. Au début de la guerre en Ukraine, la Bundeswehr était à nu, comme l'a dit à l'époque l'inspecteur de l'armée de terre. Et à cause de nos livraisons d'armes issues des stocks de la Bundeswehr, elle est aujourd'hui plus démunie que jamais. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucune capacité de défense matérielle et encore moins de volonté ou de force mentale. Il faut évidemment sortir de cette situation, il faut la changer. Mais tout cela ne suffit pas pour garantir la paix. Je suis très reconnaissant à Klaus von Dohnanyi d'avoir également abordé ce sujet lors de notre entretien. Il faut que ce soit plus que cela. Il faut simplement retrouver, en ce qui concerne la Russie, cela doit être notre tâche, et ce également dans le contexte des initiatives américaines actuelles, en concertation avec notre partenaire d'alliance. Il y a un besoin d'agir, et l'Allemagne aura beaucoup à faire. J'ai moi-même travaillé pendant des années à la chancellerie, toujours des canaux de communication avec Moscou sous nos chanceliers. Il y avait aussi des disputes, des divergences d'opinion, et nous devons rétablir ces canaux, dans l'économie, en politique et aussi dans le domaine militaire. Au final, tout dépend des Américains, de Trump, de savoir s'il parviendra ou non dans les prochains jours et semaines à sortir de ce mode de guerre avec la Russie. Et si nous ne parvenons pas à sortir de cette situation et que l'escalade continue, alors je suis très pessimiste. Si une guerre européenne devait réellement éclater, il faut aussi voir les choses ainsi. Cette guerre serait très éloignée des États-Unis, à 6000 km, et du point de vue américain, elle pourrait tout à fait représenter une option rationnelle. Même une guerre nucléaire limitée en Europe, pourquoi pas? Elle présente certains avantages, et pour reprendre les mots de Trump, cela permettrait aussi de conclure de gros accords. Mais ce n'est pas une option pour l'Allemagne, ni pour l'Europe. C'est cela le point essentiel. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire que nous ayons intérêt à rétablir des relations normales avec la Russie, y compris sur les plans économiques, politiques et militaires. Ce que vous dites me paraît tout à fait raisonnable et très logique. Mais beaucoup de nos concitoyens en Allemagne et en Suisse y voient une lecture erronée de la manière de dissuader les Russes. Pourtant, nous sommes actuellement pris dans cette spirale d'escalade, notamment parce que,
Par exemple, nous déployons maintenant des missiles à moyenne portée, qui représentent clairement une menace pour la Russie. Et la Russie a récemment, il y a quelques jours, déclaré « Très bien, nous allons également lever notre propre moratoire et redéployer des missiles qui pourraient atteindre Berlin et Paris en quelques minutes. » Ne devrait-on donc pas, en tant qu'Européens, dire que c'est précisément là-dessus que nous devons travailler, à savoir remiser ces catégories d'armes manifestement offensives, et ne nous équiper que de moyens défensifs, afin de sortir de cette spirale? Eh bien, cet accord entre les Allemands et les Américains concernant le déploiement des missiles à portée intermédiaire inclut aussi des systèmes défensifs, mais également offensifs. Ce que je critique à ce sujet, c'est justement ce réflexe allemand de vouloir déléguer la responsabilité dans ce domaine, alors que nous sommes menacés par des systèmes russes correspondant dans l'enclave de Kaliningrad. Et à première vue, il y a des arguments pour opposer quelque chose à cela. Mais il n'est pas acceptable que nous cédions cette responsabilité, la responsabilité politique du stationnement de ces systèmes américains aux États-Unis, et que ce soit l'Amérique qui décide quand, où et de quelle manière ces systèmes seront utilisés. Cela doit devenir une tâche allemande, et nous devons apprendre cela. C'est ce que je veux dire par là. Si nous les déployons, l'Allemagne doit avoir le contrôle. Nous devons être maîtres de la procédure. Nous ne pouvons pas continuer à suivre ce vieux réflexe qui consiste à confier notre sécurité aux États-Unis et à dire « ce n'est pas notre affaire ». Cela doit cesser. C'est ce que j'entends par la nécessité de repenser les choses. Et cela se manifeste aussi dans cet exemple des missiles à moyenne portée. Le fait qu'il s'agisse d'un accord bilatéral avec les Américains et non d'un accord à l'échelle de l'OTAN, qui n'ait pas été coordonné au sein de l'Alliance, qu'il n'y ait pas eu de débat parlementaire ou politique à ce sujet, mais que l'on procède simplement ainsi alors même que le président américain est particulièrement imprévisible, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer ainsi. Cet accord prévoit aussi la possibilité d'européaniser ces systèmes. C'est déjà une bonne chose. On peut temporairement utiliser des systèmes américains. Mais je dois insister pour que nous ayons aussi un accès national à ces systèmes et que cela ne soit pas une affaire qui ne nous concerne pas. Question technique. Est-il possible de placer complètement ces systèmes américains sous contrôle allemand? N'a-t-on alors plus du tout besoin des Américains pour cela? Ou bien, lorsqu'on utilise une technologie américaine, subsiste-t-il toujours un certain degré de contrôle de la part des Américains, ou au moins un droit de veto sur l'utilisation, c'est-à-dire un veto technique, du genre « nous ne vous donnons pas la clé ». N'est-ce pas toujours un problème qui plane en arrière-plan? Oui, c'est vrai. Nous avons cela aussi avec la participation nucléaire. Les armes nucléaires qui sont stockées en Allemagne sont finalement sous contrôle américain. Elles doivent être autorisées puis elles sont utilisées. Mais cette participation nucléaire se déroule également au sein de l'OTAN. Il existe un groupe de planification nucléaire auquel l'Allemagne participe aussi. Donc il y a une certaine forme de consultation, mais pas de codécision. Et honnêtement, cela ne fonctionne plus. Ce n'est plus adapté à l'avenir, je dirais. L'Allemagne ou l'Europe doivent également être davantage mises à contribution. Et nous avons finalement besoin d'une européanisation de l'OTAN et d'une empreinte européenne plus forte, bien sûr. Le drame, c'est simplement que les Européens sont encore loin de pouvoir réaliser cela pour le moment. Mais au moins, il y a des efforts en ce sens. Et c'est précisément ce qui m'importe aussi pour l'avenir. Que l'on mène une politique de sécurité davantage axée sur les intérêts nationaux de l'Allemagne et non pour des pays comme l'Ukraine. Je vous en prie, ce n'est absolument pas acceptable.
Cela conduit tout simplement aussi au fait que l'on perçoit soudain la légitime défense comme la défense des autres, et que l'on part alors combattre à l'étranger. Par exemple, on défend l'Allemagne dans l'Hindu Kush. Cela signifie simplement qu'on envoie maintenant des gens à l'étranger pour aller se battre là-bas. Et il faut simplement espérer qu'après coup, il ne s'avère pas que ce n'était finalement pas une si bonne guerre. Non, c'était pas une belle guerre. Avant tout, c'était une guerre insensée. Toute la guerre en Ukraine était insensée, car la problématique politique était connue avant le déclenchement de la guerre. Poutine avait d'ailleurs lancé une initiative politique correspondante en décembre 2021 pour finalement empêcher cette guerre. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Il faut examiner de près quelle était alors cette offre, cette demande des Russes. Et il faut repartir de là finalement pour parvenir à un accord. Les Américains feront cela aussi avec les Russes. Les Européens sont hors jeu. Donc lors de cette rencontre, si elle a lieu, aucun Européen ne sera présent, et Zelensky probablement non plus. Ce seront donc les deux qui discuteront des paramètres d'un éventuel cessez-le-feu ou bien des paramètres d'une future escalade. Nous sommes hors jeu, et pour moi en tant qu'Allemand, mais aussi en tant qu'Européen, c'est insupportable. Mais au final, c'est la conséquence de notre politique des 4 dernières années. Cette guerre aurait pu être évitée. Cette guerre était militairement déjà décidée à un stade très précoce, fin 2022. Et je l'ai dit depuis, il n'y a pas de solution militaire. On a simplement balayé cela avec un soutien médiatique massif et on a cru qu'on pouvait quand même inverser la situation. En Allemagne, on a qualifié la livraison des chars Léopard de game changer. C'était fou et totalement idiot, mais tout le monde y a cru. Et nous comprenons maintenant, lentement, j'espère, qu'il n'y a pas de solution militaire, en tout cas pas dans le sens voulu par l'Occident, et qu'il faut donc sortir de cette guerre qui est aussi extrêmement dangereuse pour l'Europe et pour l'Allemagne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. N'existerait-il pas une version dans laquelle l'Europe refuserait simplement de participer et dirait « non, nous n'allons tout simplement plus continuer ». Donc, plus de fonds ni d'armes au niveau national. Nous arrêtons maintenant. Nous retirons à cette guerre l'oxygène de notre côté. Je pense que c'est très irréaliste. Mais selon vous, cette option existerait-elle? Non, cela n'existe pas. Sur le plan du pouvoir, il est tout à fait clair qui détient l'autorité en Occident ou au sein de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN ont finalement tout fait pour satisfaire les exigences américaines, y compris les 2%. En partie, il est justifié que nous devions en faire plus, mais pas avec cette hystérie et cette surenchère d'armement sans politique d'équilibre avec la Russie. Cela n'était pas nécessaire, mais c'est ce qui s'est passé. Il faut aussi voir que, avec les 2% du budget de la défense, beaucoup d'argent retourne aux États-Unis. C'est aussi un gros avantage pour Trump, bien sûr, car nous devons ou voulons toujours acheter la majorité de nos systèmes d'armes aux États-Unis. Et les paramètres correspondants ont finalement aussi été convenus avec l'UE Europe, avec les Américains. Donc au final, nous sommes ce que J.D. Vance a un jour dit, les États européens ne sont rien de plus que des États clients américains. On peut aussi les qualifier d'États vassaux. Mais à long terme, je considère cela comme une situation insupportable et nous devons en sortir. Nous ne pouvons pas continuer à jouer les élèves modèles de l'Amérique. Les Allemands sont particulièrement exposés à ce risque à cet égard. Nous avons besoin d'une position plus forte et plus autonome, également au niveau européen, y compris sur le plan économique. Cela ne peut pas continuer ainsi, car on voit bien où nous finirons si nous poursuivons dans cette voie. Dernière question. Pensez-vous que nous y arriverons?
Car une partie de mon analyse, également issue des entretiens que je mène sur cette chaîne, est que bon nombre des décisions politiques prises sont liées au fait que des cercles d'élite de la politique ont en grande partie été formés dans ces écoles d'élite, ces écoles transatlantiques. Et que nous avons justement des personnes comme M. Merz qui siégeaient auparavant au conseil d'administration de BlackRock. Et que nous avons des personnes qui entretiennent des liens étroits avec les États-Unis et qui ont donc aussi un intérêt à ce que ce partenariat se poursuive. Pensez-vous, avec les personnes actuellement disponibles sur la scène politique, que nous aurons la possibilité, dans les prochaines années, de changer ici les grandes orientations? Eh bien, Monsieur Lotaz, vous avez mentionné le mot partenariat. Nous devons veiller à rester des partenaires égaux des États-Unis. Je n'ai rien contre une étroite alliance transatlantique. Mais j'ai un problème avec le fait que nous ayons des politiciens qui répètent exactement ce que Washington pense à ce moment-là, surtout lors de la dernière législature. J'ai trouvé cela fascinant. Lorsque le secrétaire d'État Blinken disait quelque chose, 6 heures plus tard, notre ministre des Affaires étrangères disait la même chose. Je me suis parfois demandé si nous ne pouvions pas simplement supprimer notre ministère des Affaires étrangères et le déléguer directement au département d'État. Ce n'est pas possible ainsi, et cela ne peut pas continuer comme ça. Nous devons également coopérer avec les Américains, nous dépendons d'eux, mais il faut veiller à ce que nous, Européens, soyons sur un pied d'égalité et que nous ne soyons pas simplement le jouet des autres, comme c'est actuellement le cas. Il faut sortir de cette logique, être des partenaires égaux au sein de l'Alliance. Et si des menaces ou du chantage sont exercés, par exemple avec des droits de douane ou des mesures économiques, nous devons réagir en conséquence. En réorientant ou redéfinissant nos relations économiques et en faisant des affaires ailleurs. L'Allemagne est une nation exportatrice. C'est important aussi. Et nous n'avons aucun intérêt, y compris pour des raisons économiques, à une division du monde entre de bonnes démocraties et de soi-disant mauvaises autocraties. Mais cela ne peut pas être la solution. C'est trop simple. Et cela concerne aussi notre relation avec la Russie. Il faut simplement en sortir. C'est pourquoi je suis même reconnaissant au président américain Trump d'avoir pris l'initiative, depuis le début de sa présidence, de renouer le dialogue avec les Russes. Et il le fait effectivement. Dommage que les Européens ne l'aient pas fait. Je l'ai vraiment réclamé pendant des mois, et je ne le comprends toujours pas. C'est aussi un sujet du livre ici avec Klaus von Dohnanyi. Pourquoi ne voulons-nous pas parler avec les Russes? Un jour, il faudra probablement le faire, mais je ne comprends pas pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que les Russes ont toujours dit « Quand les Européens se seront remis, nous serons toujours là. » Donc les Russes ont toujours dit « Nous reparlerons quand il y aura quelque chose de nouveau. » Monsieur Vade, les personnes qui aimeraient acheter le livre, où doivent-elles aller? Où peut-on le trouver? Oui, on peut déjà le commander sur Amazon. Bien sûr, je ne veux pas faire de publicité, mais à un moment donné, il sera aussi disponible en librairie. Et là, on pourra également l'acheter. Et je crois aussi directement chez West End Verlag, si je me souviens bien. Mais c'est quand même mieux de passer par les librairies. Je mettrai de toute façon des liens dans la description. Monsieur Vade, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Monsieur Lotaz.